This is an invasion. My name is Perfidia Beverly Hills, and this is a declaration of war. But how do you stop these people? And I have a message. They're poisoning the blood of our country. Get the fuck out of Minneapolis. We're here to right your wrongs, motherfucker. Bonjour et bienvenue dans Cinépolis. Je suis Florence Colombani, critique de cinéma et journaliste, et ceci est le premier épisode d'un nouveau podcast où nous allons évoquer de grands films politiques à deux avec mon père Jean-Marie Colombani. Aujourd'hui au programme, on va revenir sur l'événement cinéma de l'année 2025, Une bataille après l'autre, ce film qui a reçu 6 Oscars, qui a été le plus grand succès commercial de son auteur, l'américain Paul Thomas Anderson. Un film que vous n'avez peut-être pas déjà vu, alors attention, dans cette discussion, on va forcément évoquer des points clés de l'intrigue sans tout spoiler. Donc si vous souhaitez le voir avant de nous écouter, faites-le tout de suite. C'est Bob Ferguson à l'appareil. J'ai fait partie des French 75. Je l'ai joué à la Tony Montana! Steve Lockjaw vient de m'attaquer chez moi. Tu n'es vraiment pas l'homme qu'il faut à ma fille. Elle descend d'une longue lignée de révolutionnaires. Et tu as l'air complètement perdu. Que vas-tu faire de ce bébé? Tu sais ce qu'est la liberté? C'est quoi? L'absence de peur. Sors! Mais d'abord, avant de plonger dans cette Amérique de Donald Trump que le film critique avec tellement de virulence, on peut se demander pourquoi cette rencontre du cinéma et de la politique. Et je dirais que c'est une affaire de famille, puisque depuis toujours, en tant qu'aîné des 5 enfants de Catherine et Jean-Marie Colombani, j'ai connu des débats autour du cinéma très animés, pour ne pas dire électriques et souvent de mon fait, puisque les tempéraments étaient très passionnés sur la question, et presque encore plus que sur la politique quand il s'agissait de cinéma, alors que la politique était quand même un sujet assez présent dans cette vie familiale. Le cinéma, ça a été tout de suite une des passions communes de mes parents. Alors, je crois qu'un de vos premiers souvenirs de soirée à deux à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, où les films arrivaient avec un peu de retard, c'est le film Nada de Claude Chabrol. C'est un film de 1974 que je n'ai jamais vu, mais justement, et c'est assez amusant là, c'est un thriller politique. C'est un thriller politique et c'est un vrai navet. Donc c'est pourquoi il n'a pas eu le succès peut-être qu'en attendait Claude Chabrol. Mais c'était en même temps un film très politique et très dans l'actualité parce qu'il traitait de groupes anarchistes. Le schéma du film, c'est un groupe anarchiste qui fait prisonnier ou qui s'empare de l'ambassadeur des États-Unis en France. Et s'ensuit évidemment tout un scénario où sont en jeu à la fois l'anarchisme de cette époque, qui est quand même très virulente. C'est une époque où partout en Europe, il y a des mouvements de cette nature. Alors, les mouvements en Europe sont plus connus parce qu'ils ont été dévastateurs. C'est notamment les Brigades Rouges, évidemment, en Italie. C'est la fraction Armée Rouge en Allemagne. En France, il y a eu Action Directe. Alors, Action Directe a fait des victimes, mais n'a pas atteint l'ampleur et le côté absolument dramatique de guerre civile qu'il y avait dans les autres pays que j'ai cités tout à l'heure. Mais ce qui est quand même drôle, c'est qu'on n'est pas très loin de notre sujet avec cette histoire d'anarchistes, d'extrême gauche, etc., puisque dans Une bataille après l'autre, on a comme un peu au centre de l'histoire un groupe qui s'appelle les French 75. Alors là, petit clin d'œil à la France, on va en reparler. On va expliquer pourquoi Paul Thomas Anderson a appelé ça comme ça. Et donc ce groupe anarchiste œuvre contre un gouvernement qui est manifestement néofasciste, en tout cas qui est très militarisé, dans des États-Unis contemporains. Alors on peut se demander est-ce que c'est contemporain ou pas. Il y a tout un jeu dans le film sur la technologie. Mais moi je pense que quand même, il y a des signes qui font qu'on peut dire que ça se passe en ce moment. D'abord, en gros, la technologie est à peu près similaire. Et puis, on parle même de Tom Cruise dans un dialogue. C'est dans un moment de cascade automobile. Il y a une petite blague sur Tom Cruise. Je pense que c'est un peu une private joke pour Paul Thomas Anderson parce que il avait fait tourner Tom Cruise dans Magnolia. Mais c'est aussi un peu une façon de dater l'action. Et donc, on est dans ces États-Unis qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui, dont le signe principal est la politique très militarisée de répression contre les migrants qui est menée. Et la grande scène d'ouverture du film, qui est très spectaculaire, c'est une attaque en règle que mène ce groupe anarchiste contre un camp où sont détenus des migrants en vue de leur probable déportation. Alors c'est là qu'on rencontre 2 des personnages principaux. Il y a Perfidia, qui est jouée par Teyana Taylor, et Pat, que joue Leonardo DiCaprio et qui est spécialiste des explosifs. T'as quoi de beau dans ton chariot? J'ai des explosifs maison. Et des mortiers, du gaz lacryge et tout ce dont vous pouvez avoir besoin, mais je suis un peu dans le flou par rapport au plan. J'aurais besoin d'instructions. Tu peux sortir du flou. J'ai tout planifié. Mais c'est quoi le plan? Tu veux que je fasse diversion? Tu veux que j'explose un truc? Tu veux quoi? Que tu me fasses tout un show, Pat. Tu comprends? C'est carrément le coup d'envoi de la révolution. Ouais. Que ce soit beau et marquant. Faut m'en plein la vue.
Donc ce film, ça sort pas complètement de l'imagination de Paul Thomas Anderson, c'est une adaptation d'un roman de Thomas Pynchon qui s'appelle Vineland. Mais quand le roman est sorti en 1990, il était plein d'allusions aux États-Unis de Ronald Reagan, et la grande bataille que menaient les anarchistes contre le gouvernement, ça avait pour enjeu la guerre menée par Reagan contre la drogue, contre sa consommation, contre son trafic. Il n'est pas du tout question de ça dans Une bataille après l'autre, c'est un aspect qui est abandonné. Donc moi, j'ai envie de demander d'abord en quoi est-ce que Une bataille après l'autre nous parle vraiment directement de l'Amérique de Donald Trump. Les premières scènes du film, on a l'impression d'être plongé dans un reportage. Parce que ce sont pratiquement des séquences qu'on a vues à la télévision, c'est-à-dire même au moment du premier mandat de Donald Trump, pire encore évidemment en ce moment et avec son second mandat, où il utilise la police des frontières comme une milice au fond, et donc la fameuse ICE, qui se comporte comme une milice, et comme une milice, j'allais dire, néofasciste, donc ça ne fait aucun doute. Donc on a le sentiment d'être plongé dans un reportage, parce que il y a ces grilles, derrière ces grilles, il y a des immigrés qui sont en cours d'expulsion, ou destinés à être expulsés, il y a des enfants, il y a on voit beaucoup de familles. Absolument, beaucoup de familles, et donc tout ça nous parle immédiatement aujourd'hui, donc il n'y a aucun doute sur le fait que malgré tout, le metteur en scène a voulu nous parler d'aujourd'hui, parce que la politique anti-immigrée de Donald Trump, deuxième mandat, est une politique extrêmement virulente, puisqu'il s'était engagé à expulser un certain nombre de milliers de gens, de millions de gens au total. Et donc, l'actualité en parle moins maintenant, on est moins dans ce phénomène-là aujourd'hui, mais en même temps, la politique ne cesse pas, et ne cesse pas d'y avoir des morts. Il y a des enfants qui meurent, il y a des adultes qui meurent dans ce système, et des événements qui sont assez tragiques et qui marqueront à jamais, je pense, les États-Unis. Donc, d'entrée de jeu, on se dit, nous y sommes. Nous sommes sur une histoire qui va vraiment résonner aujourd'hui. Le film est sorti en septembre 2025 en France et dans le monde, et dans les mois qui ont suivi, on a vu l'actualité rattraper le film quelque part avec les morts Alex Préti et René Good, les victimes de l'ICE. Un policier américain de l'ICE a tué une femme au volant de son véhicule. Cela s'est déroulé le 7 janvier 2026 à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Le drame a été filmé par plusieurs témoins. Dans cette vidéo, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule. L'un des policiers tente d'ouvrir la portière. La voiture commence à manœuvrer lorsque des coups de feu retentissent. Sur cette vidéo amateur, on voit Alex Préti, un téléphone à la main, qui s'interpose lorsqu'un agent projette une manifestante sur le trottoir. L'homme de 37 ans est alors à son tour maîtrisé par plusieurs agents fédéraux de l'ICE, masqués et cagoulés. Projeté au sol, il y est maintenu de force quelques secondes, alors qu'il se débat sans parvenir à se relever, puis un premier coup de feu est tiré. Suivi par une dizaine d'autres, tirés simultanément par plusieurs policiers qui s'écartent subitement. Sur les images au ralenti, on comprend que les agents ont tiré sur un homme à terre maîtrisé. Et puis aussi le fait qu'on voyait s'organiser une résistance civile, ce qui est un peu en écho avec la résistance que montre Une bataille après l'autre. C'est une résistance qui a malgré tout porté ses fruits, puisque à l'initiative du maire de Minneapolis d'ailleurs et du gouverneur de l'État, qui sont tous les deux démocrates, in fine, ICE a dû reculer, a dû être retiré de la ville de Minneapolis. Donc il y a quand même eu un effet de cette mobilisation qu'il y a eu et qui continue d'exister dans d'autres États, principalement des États démocrates, mais pas seulement. Donc c'est une tâche qui va continuer de s'étendre aux États-Unis malgré tout, avec un discours qui est porté alors par des personnalités qui sont autour de Donald Trump et qui incarnent parfaitement cette radicalité. Au premier rang, il y a évidemment le secrétaire d'État à la Défense, qui s'est rebaptisé secrétaire d'État à la guerre. C'est Pete Hegseth, qui est vraiment un spécialiste des emportements guerriers et qui confondrait volontiers, j'allais dire, le Moyen-Âge avec la période que nous vivons. Et puis surtout, il y a un personnage qui est moins connu, mais qui est très actif et très influent dans le système de Donald Trump, qui s'appelle Stephen Miller, et qui est le chef adjoint de cabinet du président américain, qui lui est un idéologue de la violence, pratiquement presque un idéologue de la guerre civile, que parfois on a l'impression qu'il appelle de ses vœux. Il a rendu hommage comme cela à une personne qui a été militante radicale d'extrême droite, mais qui a été assassinée. Et donc cet assassinat a provoqué une très forte émotion aux États-Unis. Charlie Kirk. The storm whispers to the warrior,
that you cannot withstand my strength? And the warrior whispers back, I am the storm. Erica is the storm. Stephen Miller, c'est lui qui fait le discours d'hommage à Charlie Kirk, et il a un discours plein de haine en disant « Nous sommes la tempête, vous n'êtes rien, vous êtes le mal, vous êtes la haine », en s'adressant à l'autre partie de l'Amérique, comme s'il y avait désormais deux Amériques, une Amérique rouge, une Amérique bleue, une Amérique rouge sur les républicains extrémistes, d'une certaine façon, une Amérique bleue, les démocrates qui continuent à croire au système américain. Et donc, c'est cela qui fait aussi le climat actuel et les décisions actuelles que le cinéma aborde à sa façon. C'est vraiment ça que montre le film, c'est cette fracture en deux factions. En effet, cette faction du côté droit, du côté du gouvernement, du côté militaire, c'est ce que caricature énormément le film avec ce personnage que joue Sean Penn, qui a d'ailleurs obtenu l'Oscar pour ce rôle du colonel Stephen Lockjaw. Donc là, on est dans l'humour des noms de famille du film, qui renvoie à Dr. Folamour de Kubrick, on en parlera. Mais le fait qu'il y ait ce personnage de Sean Penn extrêmement caricatural dans son physique, il joue beaucoup avec son corps, il est très tendu, il fait des petits mouvements de mâchoire. Moi, il m'a un peu évoqué Mussolini par moments. Celui qui évoque vraiment Mussolini, c'est Donald Trump lui-même. Parce que dans les mimiques qu'il a, dans les postures qu'il prend, là, sa façon en effet de lever mettre le menton en avant, c'est vraiment très, très mussolinien. Donc, Stephen Lockjaw, c'est pas un personnage de fiction, en fait. Il est mis en scène et magnifiquement interprété par Sean Penn, mais ça renvoie à un personnage réel qui est le chef de la milice ICE, qui a été dépêché aux tout premières heures du drame à Minneapolis, et qui est connu, qui est vraiment un chef de milice fasciste, pas seulement fascisant, mais fasciste dans ses expressions, dans le décorum qui l'accompagne, etc. Au point que ce Lockjaw, dans la réalité, existe, mais il a été sorti de Minneapolis, in fine, après les morts qu'il y a eu à Minneapolis et les incidents permanents qu'il y avait, la révolte permanente de la population, il a dû quitter les lieux et il a été, au fond, déchargé de cette fonction. Mais n'empêche qu'au départ, c'était bien lui qui était expédié à la tête de détachement de la garde nationale par Donald Trump pour, au fond, pratiquement mater la protestation. Il se fait aussi mettre de côté, Lockjaw, dans le film, puisqu'il a une fin assez tragique qu'on ne dévoilera pas pour ceux qui n'auraient pas encore découvert ce film. Mais donc, Stephen Lockjaw nous amène par sa trajectoire à un autre aspect du film, c'est la société secrète des aventuriers de Noël. Alors là aussi, on retrouve cet humour dans les noms qui caractérisent tout le film. Et surtout, c'est une thématique qui est chère à Paul Thomas Anderson, puisqu'il avait déjà fait un film sur une secte. C'est celle de la société secrète. Donc, Paul Thomas Anderson avait fait ce grand film inspiré de la vie du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard, qui s'appelle The Master. Et quand je l'ai interviewé pour Le Point à propos d'une bataille après l'autre, il m'a dit qu'il s'était inspiré de ses recherches de l'époque pour The Master, qui l'avait amené à découvrir toutes les nombreuses sociétés secrètes américaines du début du XXe siècle, avec ses aventuriers de Noël. Alors là, on est vraiment à la fois dans la farce et dans l'horreur, parce que il y a quelque chose de très drôle dans cette société secrète qui utilise tout un folklore très américain autour de Noël. Quand on connaît un peu les États-Unis, on sait qu'on entend des chansons de Noël dans les magasins à partir du 31 octobre, jour d'Halloween, jusqu'en janvier, et qu'on vit baigné dans ces quelques chansons très joyeuses qui créent une sorte de bonne humeur factice. Donc là, on est dans ce même folklore avec cette société, mais on est aussi dans l'horreur du racisme absolu. Ils ont un discours totalement décomplexé, antisémite, raciste. Ils parlent de créer une race d'hommes supérieurs, etc. Donc vraiment, on est dans un langage de type nazi. Colonel, je ne crois pas manquer de modestie lorsque je dis qu'être membre du club des aventuriers de Noël montre que l'on est un homme supérieur. Non pas le meilleur des hommes, ni le plus intelligent, ni le plus raffiné, ni encore le plus sage. Non, cela montre que l'on est supérieur au reste de l'humanité. Nous obéissons à la règle d'or, dans un réseau d'hommes et de femmes qui partagent nos valeurs et s'attachent à purifier et sécuriser le monde. Et le leader de cette société secrète s'appelle Virgil Throckmorton. Alors, c'est un nom qui sonne assez comique aussi en anglais et qui rattache clairement le personnage au sud des États-Unis, donc à l'histoire du racisme et de la ségrégation là-bas. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui incarne le pouvoir et je dirais même que c'est la personne la plus puissante du film. Parce qu'on voit pas de président américain dans ce film, on voit un haut gradé de l'armée qui est donc Lockjaw et on voit ce Virgil Throckmorton qui œuvre dans l'ombre, dans des souterrains.
Et quand il y a une scène de rencontre entre eux, entre Throckmorton et Lockjaw, puisque le premier veut introniser le second dans sa société secrète, il le convoque pour un rendez-vous. On a un peu l'impression qu'il rencontre le président des États-Unis à ce moment-là. Oui, il y a tout un décorum, en effet, une révérence qui, au fond, évoque aussi aujourd'hui la révérence avec laquelle les gens abordent Donald Trump et se constituent, au fond, autour de lui comme une sorte de cour. Alors là, c'est une cour, dans le film, triée sur le volet, parce qu'il s'agit de recruter quelqu'un qui va être, au fond, l'exécuteur des bases œuvres de cette société secrète. Alors, société secrète, oui, il y a une grande tradition de société secrète. La plus connue, c'est évidemment le Ku Klux Klan, qui a fait des ravages pendant tant d'années aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a cette tradition-là. Mais il n'y a pas que le secret, on peut être aussi à visage découvert. Par exemple, Pete Hegseth, qui est lui le ministre de la guerre. Et donc, il appartient à, nous on dirait en France, une secte. Mais aux États-Unis, c'est presque une église, qui s'appelle Communion of Reform Evangelical Churches. C'est-à-dire, c'est un organisme qui regroupe un certain nombre d'églises évangéliques. Et les évangéliques sont un soutien très puissant, électoralement parlant, pour Donald Trump. Ils l'ont soutenu et ils continuent de le soutenir. Et donc, dans un de ces manifestes qui appartient à cette organisation, eh bien, un des porte-parole de cette organisation assure que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote. Donc, ça donne un peu la direction empruntée par ce groupe. Encore une fois, fort soutien de Donald Trump, et qui, au fond, plaide pour un maximum de violence. Oui. Contre des gens, dit-il, qui n'ont droit à aucune grâce, aucune faveur, no mercy, comme disent les Anglais et les Américains. Donc, ils ne méritent aucune pitié. C'est dans ce discours-là que baignent ces organisations, qui, encore une fois, sont pas secrètes du tout. Elles se rassemblent chaque dimanche. Il y a des églises, il y a de l'argent, il y a des fidèles, et in fine, des électeurs. Donc, c'est vraiment une des parties importantes Et alors, là, ce qu'on voit dans le film, c'est plutôt la partie secrète, donc très secrète, le chef de tout cela que tu as cité. Il apparaît comme un vieillard sympathique, à la retraite, dont on attend au fond de lui qu'une forme de douceur. Pas du tout. Il est en train de recruter quelqu'un qui va être leur exécuteur, au sens mafieux presque du terme, et qui là, alors, se travaille sous le sceau du secret. Enfin, ils sont deux qui ont l'air d'être à la tête de cette société secrète, un homme plus âgé, et celui dont je parlais, la Virgil, qui est joué par Tony Goldwyn. Alors ça, c'est un coup de casting assez malin de la part de Paul Thomas Anderson, parce que d'abord, c'est le petit-fils de Samuel Goldwyn qui fut un grand pionnier d'Hollywood, donc il véhicule l'idée du président, l'idée du chef. C'est l'idée de la Goldwyn-Mayer. Exactement, c'est le fondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer, son grand-père. Et aussi, ce Tony Goldwyn qui joue ce rôle est très reconnaissable pour un public notamment américain, parce qu'il jouait le président des États-Unis dans une série qui a eu un énorme succès qui s'appelait Scandal. Et donc, je pense que son visage est vraiment synonyme de président des États-Unis. Et là, il joue Paul Thomas Anderson de façon ludique, quoi, sur l'idée qu'on a quelqu'un qui est le chef de l'équivalent du Ku Klux Klan, plus ou moins, mais qui serait en même temps comme un président des États-Unis. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire de secte, dans le film, c'est présenté vraiment comme quelque chose de caché, de souterrain. C'est que on touche à un imaginaire, très américain du Deep State. Est-ce que peut-être on peut parler un peu de cette notion de Deep State, cette idée qu'il y a des puissants qui tirent les ficelles, en fait? C'est le discours de tous les populistes. Il y a toujours une mise en cause de l'État. En l'espèce, là, s'il s'agirait de l'État profond, dont on nous explique qu'au fond, ce sont eux qui influencent le cours des choses, plus que les gens que l'on élit soi-même, donc qui expliquent comme cela le fait qu'on ne se retrouve jamais dans les élus qu'on élit, précisément, parce que le Deep State, donc c'est-à-dire au fond l'administration, va s'y opposer, c'est toute la thématique d'ailleurs de l'état de droit, l'état de droit qui est transformé en arme du Deep State pour se défendre contre les vraies aspirations du pays, ceux que représentent en l'espèce aujourd'hui les MAGA, c'est-à-dire les partisans de Donald Trump. C'est le discours classique de tous les populismes et qui est en effet très présent aux États-Unis, qui a été un des grands leviers des campagnes électorales de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs allé très très loin, puisqu'il prétendait que le Deep State l'avait privé quand il a perdu l'élection face à Joe Biden, l'avait privé de sa victoire, qu'en fait il avait gagné, mais que, en effet, l'État profond, etc. Donc à chaque fois, le complotisme ressurgit, et c'est la façon américaine
d'être complotiste. Oui, et ça a beaucoup irrigué le cinéma, les séries américaines. Je pense qu'on en parlera dans un autre épisode de Cinépolis, parce qu'on évoquera la série House of Cards, qui quelque part annonce, je pense, l'émergence de Donald Trump, parce qu'elle a une représentation du monde comme ça, très complotiste. Et en fait, les discours apocalyptiques sont malheureusement aptes à retourner l'esprit de gens a priori très rationnels, au point qu'ils ont porté à la présidence quelqu'un qui était, une sorte de plutocrate au bronzage artificiel, et qui, in fine, a fini par faire figure de messie. En tout cas, pour les évangéliques, certains évangéliques, c'est au-delà du gourou, c'est une sorte de messie. Il y a d'ailleurs des gens qui ont évoqué, dans la période récente, qui ont évoqué Jésus-Christ pour parler de Donald Trump. Ça paraît très décalé quand même. Donc vraiment, le discours complotiste et apocalyptique conduit à des errements chez des gens qu'on ne soupçonnerait pas de pouvoir être sensibles à cela. Et pourtant, ils le sont. Alors là, on a pas mal parlé du pôle fasciste ou fascisant de l'Amérique que nous présente ce film, une bataille après l'autre, mais l'autre volet, l'autre aspect des choses, c'est la gauche. Et c'est une gauche de résistance par les armes, ce qui la distingue de la gauche réelle américaine actuelle. Parce que pour l'instant, même si on a parlé de résistance civile à Minneapolis, ça a été une résistance pacifique. Dans le film, on peut vraiment parler de terrorisme, puisque d'ailleurs, le personnage de DiCaprio est un poseur de bombes. Enfin, toutes les actions qu'on voit des French 75 sont des actions violentes. Et alors, ce qui m'a amusée, c'est cette référence explicite qui est faite dans le film à la bataille d'Alger. C'est un film que Leonardo DiCaprio, qui maintenant s'appelle Bob, puisque à partir du deuxième tiers du film, enfin au bout d'un tiers du film, il vit dans la clandestinité sous un autre nom avec sa fille qui s'appelle Willa, pour échapper au fameux Lockjaw. Donc Bob fume des joints et regarde la bataille d'Alger. Quand on voit ce moment dans le film, on comprend qu'il fait ça souvent, que c'est une habitude, que c'est un peu son film préféré. Il adore le regarder sur son canapé dans des nuages de marijuana. Alors pourquoi cette référence à la bataille d'Alger ? Je pense parce que c'est une allusion directe à un scénario de guerre civile. Il y a eu d'ailleurs un film qui s'appelle Civil War aux États-Unis qui montrait un pays justement au seuil d'une guerre civile qui quand même est aussi à l'origine des États-Unis. La guerre de sécession, c'est une guerre civile et certaines personnes ont même affiché une forme de nostalgie vis-à-vis de cela. La bataille d'Alger, c'est une bataille qui oppose donc le FLN qui a pris le contrôle d'une partie de la ville d'Alger à l'armée française et donc avec tous les errements et tous les drames que cela a pu convoquer. Donc c'est vraiment quelque chose d'emblématique d'une période qui, en France en tout cas, débouche sur une vraie guerre civile. Là, DiCaprio joue le rôle d'un ex-gauchiste, mais un gauchisme très particulier, un gauchisme ultra-violent. Le gauchisme de la fraction armée rouge en Allemagne ou le gauchisme des brigades rouges en Italie, ou aussi évidemment le gauchisme d'action directe en France. Les États-Unis n'ont connu de groupe de cette nature qu'à travers les Black Panthers. Enfin, il y a quand même eu un groupe qui s'appelle le Weather Underground, qui est un mouvement d'inspiration marxiste, qui était actif entre 1969 et 1977, dont s'inspire aussi en partie le film. Mais évidemment, ça n'a pas pris l'ampleur que ça a pris en Europe. Et on le connaît moins, mais c'est un mouvement qui bombardait des banques, des tribunaux, des bâtiments fédéraux. Et d'ailleurs, sans doute à cause du retentissement du film, c'est amusant, en ce moment-là, le fils des deux leaders du Weather Underground s'apprête à publier un récit de son enfance qui a été passé en partie dans la clandestinité. Et il fait allusion lui-même dans son livre au personnage de Willa dans Une bataille après l'autre, parce qu'il se compare à ce personnage, puisqu'on lui a appris, quand il était petit, à reconnaître des policiers, à vivre avec de fausses identités, à ne jamais gaffer, etc. Quand il avait 3 ou 4 ans, il savait déjà comment se planquer de cette façon. Il raconte aussi, dans l'extrait du livre que j'ai lu, qui a été publié par le New Yorker, puisque le livre n'est pas encore paru, et cet homme s'appelle Zaid Ayers-Dorn. Il raconte aussi comment ses parents s'appropriaient l'identité de personnes décédées. En arrivant dans des petites villes, ils allaient au cimetière, ils notaient des dates qui correspondaient plus ou moins à leur propre date de naissance, et ils notaient les noms, etc. Ensuite, ils allaient au bureau de la sécurité sociale pour dire qu'ils avaient perdu leur carte. Enfin, c'est assez étonnant, tous ces détails que donne ce livre, qui est à paraître. Et il donne aussi une clé historique avec une personne réelle qui a servi de modèle à Perfidia. Et c'est une militante qui avait aussi fait partie des Black Panthers. Donc là, on retrouve ce dont on parlait, qui s'appelle Assata Shakur, dont l'évasion avait été organisée par le Weather Underground et ensuite elle est allée vivre à Cuba. Donc là, on est dans tout un réseau de l'extrême gauche de cette époque des années 70, avec Cuba un peu comme la terre d'asile pour des
des extrémistes qui avaient besoin d'échapper à leur propre gouvernement. Mais en effet, je pense que si Paul Thomas Anderson a choisi le nom French 75, c'est parce qu'il savait bien qu'en France, il y avait une tradition particulièrement vive d'extrême gauche. Et d'extrême droite en France. Et d'extrême droite aussi, oui. Parce que l'extrême gauche a été très présente et très active par la violence dans une courte période. L'extrême droite, c'était l'OAS, et l'OAS, c'était vraiment le vecteur d'une vraie guerre civile en France. Donc il y a peu de points de comparaison, en fait. Oui, mais on voit bien, puisqu'il regarde la bataille d'Alger, que pour lui, il y a quand même une culture politique pour ce personnage d'activiste, bien sûr. Voilà, qui vient d'Europe quand même, qui vient en partie de la France. Et l'idée, c'est que le modèle de la lutte des Algériens pour leur indépendance, ça a fourni des instruments d'action. L'idée de attaquer les institutions, de poser des bombes qui peuvent éventuellement toucher des civils, c'est des choses qu'on voit dans la bataille d'Alger. Dans l'histoire américaine, d'ailleurs, il y a eu des drames épouvantables. Il y avait eu tout un immeuble qui avait sauté. Donc l'événement le plus tragique, c'est celui qui a frappé Oklahoma City avec comme leader quelqu'un qui s'appelait Timothy McVeigh, qui a été condamné d'ailleurs pour cela et qui a fait 168 morts et qui est typique de ces groupuscules qui visaient au fond l'État fédéral, qui se rattachent quand même à un courant où il y a une forte hostilité dans pas mal de fractions de l'opinion américaine contre l'État fédéral. Donc il peut rapprocher en effet ces scénarios d'amorce de guerre civile qui était l'aspiration de ces groupes. Pour autant, dans le film, il y a une idéologie qui est politiquement, évidemment, plus proche sans doute de ce que le cinéaste veut soutenir, c'est-à-dire s'opposer à cette politique anti-migrants et s'opposer aussi à la façon dont on traite les femmes, puisque Perfidia, à un moment, dit qu'elle veut libérer les corps, et il y a toute l'idée que la législation est en train d'interdire l'avortement et que les femmes qui font partie du groupe des French 75 s'opposent à cela. On a déposé une bombe dans ton quartier général de campagne de Haymarket. On t'avait bien dit de pas voter pour l'interdiction de l'avortement, connard. Et donc, au nom de mes sœurs en détresse, on va riposter. Sincère salutation de Perfidia Beverly Hills, pauvre enfoiré. Alors Perfidia, c'est celle qui, in fine, trahit les siens. Oui, alors c'est un personnage oui, plus qu'ambigu, ambivalent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à travers aujourd'hui la volonté d'un certain nombre d'Américains de résister à ICE, de résister à cette dégradation des mœurs politiques, à cette fascisation d'une certaine façon du paysage américain, ils redécouvrent au fond ce que montre Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire les techniques de camouflage, les techniques de secret, la façon dont on se parle qu'à travers d'ailleurs il y a des moments assez comiques qu'à travers des mots d'ordre, des codes secrets qu'on est censé annoncer pour pouvoir parler. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the password stuff. Look, this is Bob Ferguson. You understand? Right. I don't remember any more of this. I don't remember any more of this code speak. All right? À un moment, le code, on lui demande mais quelle heure est-il? Donc il est censé donner une heure donnée. En fait, il n'y a pas d'heure à donner. Donc il y a des moments assez comiques. Ne sait plus. Il ne se souvient plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces gens aujourd'hui qui veulent faire face et qui veulent au fond se débarrasser de ICE et revenir à des mœurs plus décentes dans la vie démocratique de l'Occident, eh bien, c'est cela qui est mis en avant. C'est toutes ces petites techniques qui vont permettre de s'en sortir ou d'agir dans la clandestinité, en fait. Et ça donne en effet beaucoup de la comédie, des scènes très comiques du film. Moi, ce qui me frappe dans le film aussi, c'est qu'il y a la condamnation d'une génération qui est celle du personnage de Leonardo DiCaprio. Il y a quand même un personnage très positif qui est celui de Benicio del Toro qui lui aide. Qui aide à aide les migrants, principalement. Ouais. Il se compare lui-même à Harriet Tubman, qui était cette femme qui faisait évader des esclaves. Là, on revient presque à l'actualité, parce que il y a beaucoup de gens comme ça aux États-Unis qui aident à cacher des gens qui souvent d'ailleurs ont la nationalité américaine mais se trouvent être poursuivis par ICE et qui trouvent aide et protection dans la population elle-même. Et donc avec toute une série de gestes, on se munit de sifflets pour prévenir quand une patrouille de ICE se pointe dans un quartier. On se téléphone plus exactement, on s'échange par différents moyens de façon à se mettre à l'abri. Et il y a des gens qui vous mettent à l'abri. Donc c'est là, le film raconte cela très bien et montre d'ailleurs une famille de latinos d'ailleurs qui trouve aide et protection
de cette façon. Et ça, encore une fois, là, on revient au point de départ du film. On retourne en pleine actualité. Et puis, il y a ce personnage de Willa, qui est donc la fille de DiCaprio, qui est jouée par cette jeune actrice Chase Infinity, qui est vraiment formidable. Et je pense que le film est une sorte de grande déclaration de foi dans l'avenir à travers le personnage de cette jeune fille qui surmonte tous les obstacles les plus difficiles à surmonter, puisqu'à un moment, elle devient comme une héroïne de film d'action. Il y a toute une course-poursuite en voiture très impressionnante. Elle affronte des hommes beaucoup plus forts qu'elle. Et des techniques de combat qu'elle maîtrise très bien alors qu'elle est toute jeune. Exactement. Et qu'elle est en face de vrais tueurs. Elle a un prof de karaté ou de judo, je ne sais plus qui est justement Benicio del Toro, qui clairement lui a appris les choses comme il faut. Et donc, il y a quand même une absence de cynisme, je trouve, dans le film, parce que il y a l'idée, et ça se termine sur une nouvelle manifestation, vraiment l'idée que la lutte politique, ça sert à quelque chose. Oui, et puis c'est un des grands ressorts de la vie publique aux États-Unis, malgré tout. On revient toujours au bout du bout à la confiance qu'on peut avoir dans la Constitution, dans les institutions, dans la démocratie elle-même. Donc c'est quand même un message qui est quand même assez évident chez le cinéaste et qui, au fond, on sort de là, ça nous redonne confiance quand même. Alors, ce qui est intéressant sur le plan de la politique intérieure américaine, c'est que la promotion du film s'est faite en ignorant totalement la dimension politique, justement. Hein. Nous, on parle d'une bataille après l'autre comme d'un film politique, mais le studio qui l'a produit, qui est Warner Brothers, et même Paul Thomas Anderson lui-même, n'en parlait pas du tout comme d'un film politique. Le marketing a été très contrôlé, ce qui est classique quand on a de tels enjeux financiers, parce que c'est un film à très très gros budget, un film à 130 millions de dollars. Mais tout au long de la promotion, on parlait de la relation père-fille, on parlait de toute autre chose d'ailleurs, puisqu'il y a eu des tas de petites vidéos TikTok avec DiCaprio et Benicio del Toro qui ironisaient sur leur côté boomer à côté de Chase Infinity, qui parlaient de pop culture. DiCaprio est apparu même dans le podcast de Jason et Travis Kelce, qui sont des champions de football américains. Donc Travis Kelce est connu surtout pour être le fiancé de Taylor Swift. Donc c'était une façon de parler à une Amérique MAGA presque en apparaissant dans ce podcast. Tout ça faisait qu'on ne situait pas le film comme un film politique. Et d'ailleurs, le soir des Oscars, quand Paul Thomas Anderson a reçu son Oscar du meilleur réalisateur, il a mis l'accent sur le message positif dont on parlait, sur la jeune génération. Et encore une fois, il n'a pas du tout fait le parallèle direct entre le Trumpisme et son film. Donc on est très loin d'un discours militant et ça me paraît quand même assez intéressant, notamment quand on pense à Civil War, qui était cet autre film récent d'Alex Garland, qui a beaucoup moins bien marché. Et qui était franchement sombre et franchement négatif. Et je veux dire, c'est noir, il y avait peu d'espoir à la sortie de ce film sur Civil War. En revanche, en effet, Paul Thomas Anderson, c'est une toute autre vision des choses qui est d'une certaine façon plus rassurante et qui est plus plaisante, quoi. On retrouve, dans cette partie-là du film, on retrouve l'Amérique, celle que l'on connaît, celle que l'on aime, et non pas l'Amérique que l'on déteste aujourd'hui et qui semble avoir pris le pouvoir pour un temps donné. Alors, le film a remporté un énorme succès public. Il a rapporté 213 millions de dollars dans le monde. Il a été beaucoup salué comme un grand film, mais il a aussi déconcerté. Et il a été attaqué de chaque côté du spectre politique. À gauche, on lui a reproché de moquer la résistance. À droite, on lui a reproché, évidemment, de faire l'éloge du terrorisme. Mais moi, il m'a semblé, dans les conversations que j'ai pu avoir autour du film, que ce qui a le plus perturbé les gens, y compris en France, c'est l'humour, la satire, l'exagération, notamment ce personnage de Stephen Lockjaw et son côté grotesque, sa perruque, les scènes où on voit qu'il est totalement sous la domination sexuelle de Perfidia. Et donc pour tout ça, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle, ce film avait un prédécesseur important, et c'était Dr. Folamour de Stanley Kubrick, qui était aussi un film, alors qui date de 1964, on est dans une toute autre époque, mais c'était aussi un film qui abordait l'actualité par la satire, par le grotesque. Simplement, moi, je n'ai pas vu autant de satire que cela chez Paul Thomas Anderson, parce que, pour revenir à Stephen Lockjaw, le fameux, pour moi, il est quand même un décalque d'un personnage réel qui a vraiment officié au point d'être remercié ou d'être écarté par le gouvernement Trump lui-même. C'est dire s'il était allé trop loin. Il s'appelle Bovino. Grégory Bovino, c'est un Italo-Américain qui apparaît quand il est apparu dans les reportages télévisés. Donc, c'était pas de la fiction, c'était la réalité. Vraiment surarmé, avec des fusils, des armes de tous côtés, un uniforme qui ne laissait
pas de doute sur ses intentions. Et donc, c'est cela qui est montré à l'écran et qui n'est, pour moi, donc, qui ne peut pas être de l'ordre de la caricature, parce que quand on a l'image de Gregory Bovino en tête, Sean Penn y correspond parfaitement. Sur cette vidéo devenue virale, Gregory Bovino envoie du gaz lacrymogène sur des manifestants à Chicago sans aucun avertissement préalable. Nous continuons d'interpeller des dizaines, voire des centaines de ces immigrés clandestins criminels chaque jour. Et nous allons poursuivre cette mission. Nous n'allons fixer ni date ni calendrier pour y mettre fin. Au milieu des agents encagoulés et camouflés de l'ICE, il est le seul à s'afficher à visage découvert sur le terrain. Sur ses réseaux sociaux, il s'affiche en héros Made in USA, le cheveu ras, toujours en uniforme et les mains à la ceinture. Il appelle les patriotes américains à rejoindre ses effectifs. Alors oui, ce qui est quand même drôle, c'est ces noms. Hein. Bovino, on dirait une invention de scénariste, mais dans Une bataille après l'autre, il y a tout un jeu sur les noms. Ça vient un peu de Thomas Pynchon, mais c'est aussi une allusion à Dr Folamour, où on a toute une galerie donc de chefs militaires qui ont des noms plus comiques les uns que les autres, avec beaucoup d'allusions sexuelles. Il y a Turgidson, qui est assez proche de Lockjaw dans l'esprit. Et puis, on a surtout des caricatures extrêmes, quoi, de ces personnages militaristes. Il faut rappeler quand même que Dr Folamour, ça réagissait au contexte de la guerre froide. Et en pleine écriture du film, Kubrick, qui était lui-même très angoissé par l'idée d'une apocalypse nucléaire, traverse quand même la crise des missiles de Cuba. Oui, absolument. Et donc, il y voit la confirmation que ce qu'il est en train d'écrire pourrait vraiment arriver. Ce qu'il est en train d'écrire, c'est l'histoire d'un militaire américain devenu fou qui décide de lancer de son propre chef une attaque nucléaire contre l'URSS. Vraiment, ça renvoie à un climat très particulier où le monde est vraiment passé à très près d'une guerre nucléaire et donc d'une troisième guerre mondiale, mais qui était cette fois une guerre d'anéantissement des deux côtés, puisque des deux côtés russes et américains, on était capable de rayer de la carte littéralement toute une partie du globe. Et donc ça, c'est fondamental dans ce film et c'est fondamental dans la conscience que les gens pouvaient avoir des dangers encourus dans cette époque et qui était vraiment, on est passé à deux doigts de l'apocalypse nucléaire. Donc là, on n'est pas du tout dans le même scénario. J'allais dire, on est plutôt dans un scénario qui pourrait conduire les États-Unis à une guerre civile, mais avec malgré tout, si on suit Paul Thomas Anderson, des capacités dans la société américaine elle-même de résister à cela. Oui, le choix que fait Kubrick, que ne fait pas du tout Paul Thomas Anderson, c'est de rester uniquement focalisé sur le centre du pouvoir, puisque son film se passe quasiment entièrement dans la salle de guerre, hein, la War Room qu'il invente pour le film et que Ronald Reagan croira réel, puisque quand il arrive, selon la légende, quand il arrive à la Maison-Blanche pour la première fois, il demande à voir la War Room qu'il a vue dans le Dr Folamour. Allô, Dimitri ? Oui, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que un de mes officiers, commandant une base aérienne, a été en quelque sorte, vous savez, enfin, il n'avait plus tout à fait sa tête à lui. Oui, attendez, je vais vous le dire. Il a donné l'ordre à ses bombardiers d'attaquer votre territoire. Ah, mais laissez-moi finir, Dimitri. Il y a une war room, en fait, qui s'appelle la Situation Room. Situation, ça veut dire problème ou gros problème, en quelque sorte. Et qui est, en effet, le temple du pouvoir absolu qu'un président des États-Unis peut avoir le sentiment de détenir lorsqu'il s'enferme. Et donc, la dernière vision dramatique que l'on a de cette Situation Room, c'est évidemment Barack Obama, lorsque les Navy Seals portent l'assaut contre Ben Laden. Assaut d'ailleurs qui sera réussi. Et donc c'est une illustration de ce à quoi sert cette pièce. Oui, et d'ailleurs là, il y a eu toute une polémique très récemment autour du fait que Benjamin Netanyahou a été invité à briefer Trump dans la Situation Room autour de la guerre en Iran, alors qu'au départ, c'était une salle qui était réservée, évidemment, ce sont les chefs militaires et les responsables du gouvernement qui sont réunis là autour du président, normalement, oui. Et donc Kubrick décide de représenter toute cette galerie de militaires et le président américain lui-même et le scientifique Dr Folamour, joué par Peter Sellers, qui joue 3 rôles dans le film. Tous ces gens comme une sorte de galerie de fous complets. Alors on a le Dr Folamour dont la main se lève en un salut nazi automatique, allusion au fait que les
Les Américains avaient offert à beaucoup de scientifiques nazis l'asile en échange de leurs compétences en termes de bombes nucléaires. On a bien sûr un président totalement faible qui se fait complètement manipuler. Et puis, on a King Kong, le colonel qui est le fou des armes. Donc tout ça, c'est représenté sur le mode de l'humour, mais c'est un humour désespéré. C'est l'idée qu'il n'y a plus qu'à en rire puisqu'on est si près de la fin du monde. Et moi, ce qui m'intéresse avec Kubrick, qui est forcément l'horizon pour tout cinéaste, et en particulier pour Paul Thomas Anderson, c'est peut-être le cinéaste qu'il admire le plus, c'est que Kubrick s'est retrouvé beaucoup dans l'actualité ces derniers temps avec une autre affaire américaine, c'est l'affaire Epstein, puisque est née sur les réseaux sociaux l'idée que Eyes Wide Shut, son dernier film, donc longtemps après Dr. Folamour, en 1998, son film apparemment totalement détaché de la réalité, puisque un film sur un couple, sur l'inconscient, sur les fantasmes amoureux, eh bien ce film aurait rendu compte d'un savoir qu'aurait eu Kubrick sur Jeffrey Epstein et ses agissements dans le New York des années 90. Et donc il y a eu énormément de spéculations là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Eyes Wide Shut ? Est-ce que c'est un film à voir comme un documentaire sur l'affaire Epstein ? Non, moi je ne vois pas du tout Eyes Wide Shut comme un documentaire qui va dans ce sens. Le roman d'origine, c'est un roman autrichien d'Arthur Schnitzler. C'est au fond l'expression d'une intense frustration de gens j'allais dire de la classe moyenne, qui envient les élites, au fond, d'avoir accès aux plus belles femmes de la ville de Vienne, puisque ça se situe en Autriche. Et là, en l'espèce, ce qu'il montre, c'est qu'une élite new-yorkaise a accès aux plus belles femmes, et donc à travers des orgies de toutes sortes, etc., enfin, où la question sexuelle est quand même au centre de tout cela, comme un privilège qu'un certain nombre de gens s'accordent, et qui renvoie, alors en effet peut-être directement à l'affaire Epstein, au sens où Epstein recrutait comme ça des jeunes femmes pour le confort d'un certain nombre de ses clients, qui lui-même étant une sorte de conseiller, de super conseiller financier. Donc c'est cela que ça montre. C'est une façon de pointer les mœurs dépravées de l'élite américaine qui est en question et qui est montrée, qui en effet renvoie très directement à l'affaire Epstein, parce qu'on y trouve vraiment tous les ingrédients. Alors il n'y a pas un prince britannique dans le circuit, comme dans la réalité, mais il y a... Mais il y a clairement une élite, il y a clairement des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent. Et qui non seulement ont du pouvoir et de l'argent, mais qui se servent de ce pouvoir pour s'entraider, pour continuer à s'enrichir ou s'enrichir davantage, ou pour étouffer des affaires qui les concerneraient, et qui font qu'ils maintiennent autour de leurs activités nocturnes une barrière qui peut aller jusqu'à l'élimination de ceux qui en ont trop vu ou trop su. C'est ce qu'on voit dans le film. C'est ce qu'on voit dans le film, et ce sont un des éléments aussi de cette affaire à tiroir qui est l'affaire Epstein. Donc c'est en cela que le film Eyes Wide Shut peut nous ramener à cette réalité-là. Et c'est le personnage de Sidney Pollack dans le film qui incarne un peu ce monde à la Jeffrey Epstein. Qui incarne au fond Epstein lui-même. Mais la vraie question, c'est qu'il est très peu probable que Kubrick ait connu l'existence d'Epstein, puisqu'il vivait en reclus en Angleterre. Le film n'a pas du tout été tourné aux États-Unis, même s'il est censé se passer à New York. Il a été tourné entièrement à Londres. En plus, à cette période, Epstein n'est pas du tout un nom connu. Enfin, il n'avait aucun moyen d'être au courant. Et tout ça, c'est beaucoup de la spéculation. Mais il faut dire que ça repose sur une sorte de parallélisme assez évident entre ce que représente le film et ce qu'on sait de l'affaire. Et puis à chaque fois qu'on met en scène comme ça une élite qui se sait fort de son impunité, on arrive tout de suite au complotisme, on arrive tout de suite à des réflexes et à des discours qui sont l'essence même du populisme d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que cette lecture soit apparue maintenant. Elle est fausse, mais en même temps ça renvoie à ce que génèrent ces mœurs de cette super élite, c'est-à-dire une extravagante frustration de la part de ceux qui en sont peut-être spectateurs, mais qui n'atteignent jamais à faire partie d'eux. Alors la prochaine fois, dans Cinépolis, on parlera encore un peu de complotisme, encore un peu d'Amérique, mais surtout de journalisme, puisqu'on parlera du film Les Hommes du Président, qui est ce grand film avec Robert Redford et Dustin Hoffman sur l'affaire du Watergate. Ça sera l'occasion d'explorer un autre morceau d'histoire américaine et de revenir sur cinéma et politique d'une autre façon. Et qui est considéré par les critiques britanniques encore aujourd'hui comme le grand film politique. Cinépolis est un podcast de Florence Colombani et Jean-Marie Colombani, produit par Slate Podcast.
Production éditoriale, Hélène de Commer et Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.